Alors donc comme promis, je vous avais promis la dernière fois qu'on va parler du leadership cette fois-ci. Donc on avait parlé un peu de l'histoire de la psychologie du travail et donc comment est-ce que ça avait évolué éventuellement. Alors là aujourd'hui on va parler ensemble de la et puis on a parlé après de la gestion de conflits pour voir éventuellement en fait quels étaient les sous-jacements d'un conflit et puis quelles étaient les causes, les conséquences et surtout comment gérer un conflit ensemble. Et puis j'avais promis l'autre jour qu'on allait travailler aujourd'hui sur le leadership, donc ça me paraît un peu tout à fait logique dans cette, j'ai envie de dire, dans cette trame que j'ai choisie pour vous. Donc la psychologie du travail, la gestion de conflits et le leadership aujourd'hui. Donc qu'est-ce que le leadership? Voilà. Alors je vais partager avec vous des photos de leaders. Donc, comme vous voyez, il y a pas mal éventuellement en fait de têtes sur cette diapositive que vous connaissez ou que vous reconnaissez. Gandhi, éventuellement, en fait, Hitler, pourquoi pas, euh, Abraham Lincoln, et puis plein d'autres figures aussi qui sont là. Moi, j'ai envie de vous demander de bien regarder toutes ces figures-là. Voilà, vous les regardez bien. Et puis, quelles caractéristiques communes trouve-t-on chez ces leaders? C'est-à-dire, quelles caractéristiques ils ont en commun et qui fait qu'ils se la partagent en commun, tous. Alors, j'ai envie de vous dire que tous ces leaders, toutes ces figures que vous avez vues ensemble, ils partagent deux choses. Vision, objectif. Ce sont deux choses qu'ils partagent. Alors, ils avaient tous une vision. Alors, la vision, ça veut dire qu'ils arrivaient à se projeter dans l'avenir. Ils arrivaient à se projeter dans l'avenir, que ce soit sur le moyen terme ou sur le long terme. C'est qu'ils arrivaient à voir éventuellement en fait l'avenir, ils arrivaient à voir où est-ce qu'ils voudraient aller, ils arrivaient à avoir un peu une représentation de leurs objectifs, une représentation de leur point d'arrivée. Et parce qu'ils avaient une vision, ils arrivaient à la retranscrire en objectif. Parce qu'il y a une grande différence entre une vision et un objectif. Une vision, c'est une image. Tu arrives un peu à te projeter en image. Quand tu regardes éventuellement ton avenir, quand tu regardes éventuellement au-delà de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu arrives à la voir en image. Tu vois l'image, tu vois éventuellement en fait, voilà, donc une image en mouvement de ce que éventuellement tu voudrais parvenir à atteindre ou alors te bien fait à réussir. Après, une fois que tu as l'image, tu arrives à revenir cette fois-ci en arrière pour voir quels sont les objectifs, ça veut dire les étapes que tu auras à atteindre pour atteindre cette image-là. Ça veut dire pour atteindre justement en fait cet objectif-là. Voilà. C'est un peu le concept de la visualisation. C'est un peu ça la vision. C'est que tu arrives à visualiser demain, justement. Tu arrives à te faire une idée sur demain, mais en image, en image. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à demain, mais qui n'y pensent pas en termes d'image. Ils y pensent en termes d'objectifs. Ils n'ont pas de vision. Ils ont des objectifs. Ils sont peut-être bien faits sur qu'est-ce que je dois faire, etc. Mais si on n'a pas de vision, on n'arrive pas à créer l'émotion. Et quand il n'y a pas l'émotion, il n'y a pas l'ancrage cérébral. Et du coup, justement, il n'y a pas cette motivation intrinsèque qui est ressource en énergie, qui ressource éventuellement aussi en motivation et qui permet à la personne de pouvoir y arriver. C'est ça, ils étaient tous des visionnaires. Et donc, ils avaient une image qu'elle est transformée et ils ont cru, ils sont embarqués dans l'image. Et puis, quand ils parlent aux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que décrire l'image. Et en décrivant l'image, ils arrivent à embarquer les autres dans cette image. C'est extraordinaire. Et de l'image, ils vont aller vers les objectifs, bien évidemment, en fait, cette fois-ci à court, à moyen et à long terme, qui sont à la fois quantifiables, avec des deadlines, etc. Alors, le leadership, de ce fait-là, c'est l'influence politique, psychologique, sociale d'un individu ou d'un groupe d'individus sur un groupe ou un autre groupe. Voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire que c'est avoir une influence. Ce n'est pas du pouvoir. Ce n'est pas de l'autorité. Le leadership, ce n'est pas une autorité, ce n'est pas du pouvoir non plus. C'est de l'influence. Donc, il est de l'ordre de l'émotionnel. C'est une influence qui est psychologique, sociale ou alors politique sur un individu ou sur un groupe d'individus. Exercée par un individu ou pourquoi pas par un groupe d'individus éventuellement en quelque sorte. Voilà. Le leader a des compétences personnelles
qui lui donne une différence et qui lui permet d'être écouté et suivi par un groupe de personnes. Et justement, en fait, voilà, donc il a une conception, c'est-à-dire il a systématiquement de pouvoir influencer une personne ou alors un groupe d'individus. Ce qui veut dire que le leadership, c'est une compétence socio-psychologique. C'est une compétence affective, socio-affective. C'est réellement une aptitude socio-affective. Et donc, ça fait d'elle, bon, parce qu'on a deux choses au fait. On a les compétences et on a éventuellement les aptitudes. J'en viens un peu de faire la différence entre les deux. Quand on dit compétences, les compétences sont de l'ordre transversal. Je vous donne un exemple. Ça veut dire que je ne m'y connais pas, enfin, je m'y connais en comptabilité, tu ne t'y connais pas en comptabilité. Sur t'expliquer le cours de comptabilité et puis systématiquement qu'est-ce que je fais? Je vais transférer ma compétence et tu risquerais d'avoir une compétence en comptabilité qui dépasserait systématiquement la mienne, moi qui te l'ai enseignée. Donc la compétence elle est de l'ordre du transversal. Le leadership, c'est une aptitude. Pourquoi c'est une aptitude? Parce que c'est du non transversal et donc c'est du to be or not to be. Ça veut dire que moi j'ai du leadership, j'ai mes aptitudes de leader et d'être influenceur dans une équipe. Maintenant, je peux t'expliquer à toi comment je fais, quel est mon style, etc. Mais ça ne fera pas de toi éventuellement un leader. Et du coup, c'est du non transversal, ce qui fait que ce sont des aptitudes et uniquement des aptitudes. Et donc, c'est pour ça que ce sont des aptitudes individuelles, personnelles, strictement personnelles, non transversales. C'est du to be or not to be, un peu dans ce sens. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un leader? Finalement, on se pose la question, on se dit, bon, maintenant, de ce point de vue-là, quelles sont les compétences d'un leader? Alors, il fait les bons choix pour lui et pour les autres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui raisonne win to win. Quand il a à faire un choix, il ne pense jamais à un choix qui va systématiquement en fait le satisfaire lui uniquement, mais c'est toujours des choix qui, bien sûr, incombent les autres, qui intègrent les autres et qui impliquent les autres. C'est toujours dans ce sens. Et donc, tous ces choix à lui, ce sont des choix dans lesquels s'embarqueraient les autres aussi. C'est ce qui fait qu'il a ce pouvoir d'influence. C'est ce qui fait qu'il a cette crédibilité auprès du groupe, parce que dans ses choix, il implique le groupe, il intègre le groupe comme une variable à satisfaire, comme éventuellement il pense à lui. Il a énormément d'énergie. Alors, tous les leaders que vous avez rencontrés dans votre vie, ceux que vous aurez rencontrés, puis vous-même, quand vous avez du leadership, vous allez vous reconnaître, c'est que vous avez la force en vous de puiser de l'énergie. Et cette énergie découle de votre envie d'avancer et d'atteindre ses objectifs. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se nourrit de lui-même. Je m'explique. Donc, il a une énergie en lui-même. Et cette énergie, elle vient de ses objectifs. Cette énergie, elle vient de son envie d'avancer. Cette énergie, elle vient de son envie de réussir. Et du coup, il se ressource intrinsèquement. Et donc, c'est pas quelqu'un qui a besoin à ce qu'on le motive. C'est pas quelqu'un qui a besoin d'être motivé. Mais c'est quelqu'un qui s'automotive. Comment? En se ressourçant lui-même, ou alors en puisant ses ressources de sa propre motivation pour son objectif. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il pense à son objectif, qu'il suffit qu'il pense à son envie d'atteindre cet objectif-là, pour qu'éventuellement il transforme ceci en énergie, et cette énergie, elle est propulsée, il l'exploite pour pouvoir éventuellement en fait la driver, voilà, et ça lui donne de la motivation. C'est extraordinaire. Il se nourrit de lui-même, il se nourrit de ses propres idées, il se nourrit de ses propres pensées, il se nourrit de sa propre vision. C'est extraordinaire. Il sait gérer les priorités. Il se focalise sur ce qu'il doit faire maintenant. Alors, la première chose sur la liste doit être faite en premier. Donc, il est dans les priorités. Un leader, c'est quelqu'un qui arrive à faire la différence entre ce qui est prioritaire et ce qui est urgent. Et aussi ce qui est éventuellement en fait à faire. Et donc, il a, on va dire, un bel arbitrage de priorités. Il a cette capacité de dire, éventuellement, ça, c'est prioritaire. Voilà pourquoi c'est prioritaire, et puis à prendre la décision rapidement. C'est-à-dire, c'est franchement rarement des gens qui sont sur la procrastination. Hein, voilà. Donc, comme ils pissent d'énergie, comme ils ont beaucoup d'énergie en eux-mêmes, et comme ils se ressourcent tout le temps de leurs objectifs, vous allez les voir tout le temps dynamiques, tout le temps en train de bouger, tout le temps avec des idées nouvelles, tout le temps avec de grandes énergies, infatigables à la limite. Quand tu les rencontres, tu dis, mais comment ils font? Ils se fatiguent pas. Tu as l'impression que leur cerveau roule à 3 fois, 4 fois peut-être bien fait par rapport à un cerveau normal. C'est tout à fait normal parce qu'il suffit qu'ils voient leur vision. Dès qu'éventuellement ils commencent à ternir, ils pensent à sa vision, ils voient sa vision, et dès qu'ils revoient sa vision, oups, ça propulse. Il y a de l'énergie et ça accélère.
systématiquement, ça accélère. Voilà. Et donc, ils arrivent à avoir une priorité, c'est normal. Comme il sait où est-ce qu'il veut aller, et donc, il arrive à voir les raccourcis, il arrive à voir les priorités, et donc, il arrive à faire le bon arbitrage et les bonnes décisions. C'est systématique. Alors, oui, j'aimerais bien le dire aussi. Donc oui, le leadership, le leader est un statut qui est accordé par le groupe. Je suis d'accord avec vous. Alors maintenant, si on fait la différence entre un manager et un leader, bon, un manager, il est systématiquement mis en place par l'autorité administrative. Ça veut dire qu'on va peut-être bien, en fait, hiérarchiquement parlant, de par sa compétence technique ou alors d'autres variables comme peut-être bien l'ancienneté ou alors la performance ou autre, il a été choisi par le management en tant que leader, en tant que manager. Par contre, le leader, c'est un statut qui lui a été accordé par le groupe. Pourquoi? Parce que comme il a le pouvoir d'influence, et comme il arrive à cerner les besoins émotionnels du groupe, et comme il arrive à y répondre, donc ça lui permet d'atteindre ou alors d'occuper cette place de leader chez les groupes. Alors le groupe, il est convaincu de sa personne parce qu'il répond à ses besoins, parce que systématiquement, il pense aux besoins du groupe et donc il drive un peu les actions, les initiatives pour justement répondre aux besoins du groupe et puis beaucoup plus les besoins de l'ordre émotionnel que d'autres types de besoins. Et donc le groupe lui donne cette crédibilité et donc cette légitimité et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus légitime, hein, c'est-à-dire beaucoup plus légitime, beaucoup plus crédible et donc beaucoup plus ancré dans le groupe. Par contre, le manager, c'est un statut qui est accordé par une autorité administrative. Maintenant, on peut avoir des managers leaders. Plutôt, on peut avoir des leaders managers, je suis désolée, on peut avoir des leaders managers, c'est-à-dire il est à la fois leader, et donc ça veut dire il a le statut du groupe, il a ce rapport d'influence avec le groupe, il a cette intelligence émotionnelle auprès du groupe qui lui permet bien sûr d'atteindre cette crédibilité-là, et en même temps il a le statut du manager. Maintenant, on peut rencontrer des managers qui n'ont pas de leadership, voilà, c'est-à-dire que tout leader, il est potentiellement manager. Voilà, donc il suffit un peu éventuellement de l'initier à la chose. Mais tout leader, il est potentiellement manager. Mais maintenant, le manager, pour qu'il soit leader, c'est éventuellement un vrai travail qui devait quand même commencer par la machine intrinsèque et personnelle, individuelle. Voilà, donc c'est un peu dans ce sens. Ça, c'était pour répondre à la question de Essine Araji. Voilà. Bon, maintenant, je continue sur mes diapositives. Donc voilà, donc il sait prioriser les choses parce qu'il sait où est-ce qu'il voudrait aller. Il a du courage, c'est normal, c'est un meneur d'hommes. Maintenant, pour être meneur d'hommes, il faut avoir du courage. Alors, le courage de prendre des risques, le courage d'accepter d'être guidé et le courage d'accepter les non. Voilà, c'est ça, un leader. C'est-à-dire qu'il a cette capacité de prendre des risques, de courir des risques, parce que systématiquement, il est dans l'inspiration. Donc, il va courir un risque, il va prendre un risque, et donc en prenant le risque, il va systématiquement inspirer les autres et les influencer. Il a le courage d'accepter d'être guidé par les autres, parce que le leader, à un moment donné, il va se taire quand il voit que justement, en fait, le groupe, il a sa parole. Il sait quand est-ce écouter le groupe, il sait quand est-ce mener le groupe, et il sait quand est-ce qu'il faut être guidé par le groupe. Et il accepte de se faire guider par le groupe, parce qu'il n'y a pas de statut, il n'y a pas d'enjeu avec le groupe. Et du coup, il arrive à se faire guider par le groupe. Et en même temps, il a le courage d'accepter les non. Ça veut dire qu'il peut proposer quelque chose à un groupe et le groupe peut répondre par non. Il leur donne le droit de dire non et il sait accepter les noms. C'est pour ça que c'est une personnalité authentique, on va dire très appréciée par le groupe, idéalisée par le groupe et ancrée dans le groupe. Voilà, parce qu'il y a aussi cette proximité et cette facilité dans le contact et dans les relations qui rend la relation optimale, intéressante et créative et systématiquement qui drive les actions créatives. Alors, ils travaillent très dur avec engagement et implication. C'est des gens qui sont engagés, travailler sans se laisser décourager par les problèmes. Donc, oui, c'est normal, comme c'est des visionnaires, comme ils ont des visions, donc systématiquement, ils ne s'arrêtent pas sur les problèmes. Ils ont un peu une approche solution, c'est-à-dire que pour chaque problème, bon, j'ai un peu au fait envie d'expliquer, voilà, c'est-à-dire c'est pour chaque problème, ils ont une vision. Voilà, c'est-à-dire comme ils ont la vision, ben la vision les drive, leur permet de se ressourcer en interne, de se motiver et systématiquement face à un problème, ben ils arrivent à voir justement en fait une solution. Ils ont une approche solution, c'est-à-dire dès qu'il y a un problème, ils se posent la question, c'est quoi la cause? Quelle est l'action que je peux engendrer tout de suite et puis qui pourrait créer du résultat? Et maintenant, dès que le résultat il est créé, il va penser comment modifier ce résultat. Et donc, ce n'est pas des personnes qui pensent à un résultat quand ils sont en train de faire quelque chose. Ils sont beaucoup plus en train de penser à créer du résultat plutôt que viser un résultat bien donné. Voilà. Donc, la création de résultats et par la suite modifier le résultat en question. C'est franchement un cerveau
proactif, dans ce sens, franchement proactif. Alors, rester impliqué et focalisé sur les objectifs fixés, bon, c'est des gens que tu n'arrives pas à décider du contraire. Bon, ils sont focus sur le vision, focus sur les objectifs, très décidés et obstinés sur leurs objectifs. C'est ça ce qui permet justement en fait de distinguer un leader de quelqu'un qui n'est pas dans le leadership. Voilà. Donc les leaders, c'est des gens systématiquement en fait qui restent focalisés, focus. Ils arrivent à garder leur point de concentration dans leur tête et bien sûr driver toute l'énergie et les actions bien sûr dans le sens. Il va de l'avant avec une motivation créatrice. Donc c'est un leader, tous les leaders, ils sont créateurs. Il veut créer. Il veut créer, il veut transformer, il veut créer des choses. Et du coup, systématiquement, en fait, sa motivation est dans l'innovation. Sa motivation est dans le nouveau. Sa motivation est dans le challenge. Sa motivation est dans le risque. Sa motivation est dans le deal. C'est ça qui le motive. C'est un peu... Il a un besoin fou d'excitation. Il est drivé par l'excitation. C'est un peu des gens qui, tout le temps, ils se posent la question, suis-je vivant? Suis-je vivant? Est-ce que je vis? Alors donc, maintenant, pour lui, être vivant, c'est être capable de créer des choses. C'est être capable de marquer, éventuellement par mon passage. C'est être capable d'influencer. C'est être capable d'inspirer. Et systématiquement, on ne peut être dans ce schéma-là sans créativité. Et ils ont un esprit créatif, ils ont une énergie créative et ils sont entourés par des relations créatives. Donc, ça fait partie de leur personne. Ils sont guidés par le désir de voir le fruit de leur travail. Comme j'ai dit, c'est des gens qui se posent la question tous les jours, suis-je vivant? Suis-je vivant? Et du coup, ils voudraient laisser leur marque ou alors là où ils passent. Voilà, ils sont un peu franchement très drivés par ça, ils ont besoin d'excitation. C'est pour ça qu'on les voit justement en fait très focalisés sur, voilà, donc, sur les actions, les challenges, les deals, etc. Alors, ils travaillent en focalisant sur les objectifs aussi, donc la vision, certes, mais aussi les objectifs. Le leader pose clairement ses objectifs et travaille pour les atteindre. Il avance tous les jours vers ses objectifs. Voilà, c'est-à-dire c'est des gens qui, chaque jour, ils devraient atteindre un objectif. Il y a une journée dans laquelle il passera alors qu'il n'a pas atteint un objectif, on le voit se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, et puis pourquoi est-ce que je n'ai pas atteint mon objectif? Mais bon, qu'est-ce que j'ai dû apprendre dans cette journée? Je n'ai pas atteint l'objectif, d'accord, mais qu'est-ce que j'ai atteint dans cette journée? C'est franchement un esprit proactif. Ça veut dire que ils sont tout le temps en train de se poser la question, est-ce qu'ils ont atteint l'objectif? Maintenant, si je n'ai pas atteint l'objectif, je me pose la question, pourquoi? C'est quoi la cause? Et donc, quand il y a la cause, systématiquement, quelle est l'action que je peux faire systématiquement et rapidement pour pouvoir créer un résultat? Voilà. Et donc, c'est un cerveau qui raisonne cause, c'est un cerveau qui ne voit pas les effets. Je vous donne un exemple. Par exemple, il est focus sur un objectif, après il n'atteint pas l'objectif, il va commencer à avoir l'échec ou la difficulté, son effet sur lui. Et systématiquement, dès qu'il voit l'effet sur lui, il va trouver 36 000 excuses de ne pas faire une action. 36 000 excuses. Et donc, ce n'est pas des gens qui cherchent des excuses, c'est des gens qui cherchent des solutions. Voilà. Ce n'est pas des gens qui vont voir tout le temps quelle excuse je pourrais sortir pour ne pas faire. Et donc, peut-être bien en fait innover dans l'art de chercher l'excuse, mais plutôt aller vers la cause et puis quelle action, quelle solution je pourrais faire pour créer du résultat et par la suite, pourquoi pas, modifier le résultat jusqu'à l'atteinte d'objectifs. Donc, franchement, dans une psychologie positive juste extraordinaire. Ils gardent les pieds sur terre. Donc, d'accord, ils sont visionnaires. D'accord. Un leader fait victoire passée, mais ne s'en contente jamais. Voilà. Donc, quand il passe par une victoire, il la fête, il la célèbre, mais il ne va pas s'arrêter en disant « c'est bon, j'ai atteint ça, c'est ce que je veux, c'est ce que je voulais ». Non, chaque victoire célébrée, elle devient une ressource motivante pour une nouvelle victoire. Chaque victoire atteinte et célébrée, elle devient une nouvelle ressource pour une nouvelle victoire. Il se régénère. Systématiquement, il se régénère. Et puis voilà, donc il ne s'arrête pas. Alors, il apprend de ses erreurs. Donc, il est vraiment dans cette psychologie positive. C'est-à-dire, même quand il commet l'erreur, il a cette responsabilité. Il est responsable. Il est responsable, c'est-à-dire, il dit, voilà, j'ai fait ceci, et j'ai commis une erreur, et de cette erreur-là, voilà ce que j'ai appris. C'est quelqu'un qui est responsable, qui assume et qui s'assume, qui assume ses actions
et qui s'assume en tant que personne. Et systématiquement, parce qu'il assume ses actions et s'assume en tant que personne, donc il pense finalement aux solutions qui lui permettent, bien évidemment, en fait, d'améliorer son résultat. Voilà. Alors, il cherche de nouvelles opportunités. Donc, c'est un chasseur d'opportunités. Pourquoi les opportunités? Parce qu'il a l'objectif qui est clair dans la tête. Comme on dit, celui qui sait où aller, celui qui ne sait pas où aller n'ira nulle part. Maintenant, quand tu sais où est-ce que tu veux aller, tu peux repérer les opportunités, tu peux les lire en tant qu'opportunités et tu peux systématiquement en fait aller vers ces opportunités-là. Maintenant, quelqu'un qui ne sait pas où aller, il peut passer à côté d'une opportunité, mais il ne peut pas la lire en tant que telle, il ne peut pas la déchiffrer en tant qu'opportunité parce qu'il ne sait pas où aller. Et systématiquement, quand il ne sait pas où aller, ben, il ne sait pas reconnaître les opportunités en tant que telles. Voilà. Donc lui, il a cette capacité de les repérer. Pourquoi? Parce qu'il a une vision, parce qu'il sait où est-ce qu'il voudrait aller. Et systématiquement, il arrive à tout déchiffrer finalement. Tous les paramètres autour de lui, il arrive à déchiffrer. Et puis, il ne pense qu'à la réussite. Il n'est pas éventuellement braqué, échec, difficulté, problème. Non, même quand il y a un problème, il pense à la réussite. Quand il y a une difficulté, il pense à la réussite. Quand il y a peut-être bien en fait obstacle, il pense à la réussite. Son cerveau, il reste braqué sur la réussite et ça lui permet de se ressourcer en énergie tout le temps. C'est franchement un mindset. C'est un mindset de leader. Hein. C'est pas un peu un comportement, voilà, que tu peux adopter une fois et après, ça y est, tu n'es plus leader. Quand on est leader, on l'est pour la vie, hein. Et quand on est leader, c'est qu'on a le mindset du leader. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on va peut-être bien, en fait, atteindre à un moment donné et après lâcher ou alors laisser tomber. Pas du tout. C'est quand on y est et on y reste, quoi. Et ça, et quand on a le mindset, on va systématiquement à chaque fois régénérer des choses. On est dans la roue du succès, systématiquement dans la roue du succès. C'est franchement un mindset. Voilà. C'est un peu, au fait, ça me rappelle un peu, au fait, une métaphore que j'ai partagée avec vous. C'est celle de Sisyphe, un peu le fils de Zeus, voilà. Et donc, Sisyphe a commis une bêtise, et après, donc, Zeus, il avait un peu, au fait, il l'avait puni. La punition était, c'est qu'il lui a accordé une grosse pierre et qu'il devait la faire pousser jusqu'au sommet de la montagne. Et donc, Sisyphe, il a commencé un peu à faire cet exercice qui est très pénible, très difficile. Avec beaucoup j'ai envie de dire, de difficultés. Sisyphe arrivait à faire poser la pierre au sommet de la montagne. Mais dès qu'il la pose, qu'est-ce qui se passe? Ben, la pierre, pac, elle redescend finalement, en fait, jusqu'au pied de la montagne. Alors, Sisyphe revoit un peu tout l'effort qu'il a fait, il est frustré, il est déçu, il revient encore, et oups, il va refaire l'exercice. Avec beaucoup de peine, il va y parvenir et faire atteindre la grosse pierre au sommet. Mais qu'est-ce qui va se passer encore? Il va redescendre. Maintenant, quand on a un esprit qui n'est pas dans le leadership, un peu une philosophie, j'ai envie de dire négative, c'est la frustration, la déception. Bon, regardez, c'est un peu un effort vain. Sisyphe, il est condamné à faire ça tout le temps, à chaque fois quand il fait atteindre la pierre voilà, c'est-à-dire au sommet de la montagne, elle redescend. Voilà, c'est un peu problématique. Maintenant, dans une philosophie qui est optimiste, on va dire, et un mindset un peu leadership tel que j'en parle aujourd'hui, on dira, ben, tant mieux, Sisyphe se fait des muscles. Ben, écoute, il y a un peu ce qu'il gagne dans cette histoire, c'est qu'il se fait des muscles. Et donc, Sisyphe, il a deux choix. C'est quand il fait monter la grosse pierre, il a deux perceptions. C'est ou bien il regarde le sommet de la montagne, focus sur le sommet de la montagne. Et là, dès que la pierre va y parvenir, elle va redescendre. Et donc, il va régénérer de la frustration. Ou alors, en faisant monter la pierre au sommet de la montagne, Sisyphe n'a qu'à tourner un peu sa tête, un peu, franchement. Et là, il va regarder le muscle plutôt que ses muscles plutôt que le sommet de la montagne. Il va voir qu'à chaque fois quand il fait monter la pierre au sommet de la montagne, il a les muscles qui se performent davantage, il se fait davantage de muscles et du coup il gagne énormément dans cet exercice. Et donc c'est vraiment l'esprit leader dans cet esprit-là. C'est qu'on est focus sur les réussites, pas sur les difficultés, pas sur les obstacles et pas sur les problèmes, hein, qui deviennent carrément des challenges qui sont sympathiques, qui nous poussent à la créativité, qui nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Ça devient un peu aussi des crises des fois qui peuvent créer des opportunités. C'est franchement, voilà, c'est-à-dire, c'est enchanteur, carrément enchanteur. Alors, quelle est l'importance de développer son leadership? Alors, pour développer notre leadership, nous devons développer notre capacité à évoluer d'abord pour nous-mêmes avant de faire évoluer les autres. Voilà, moi je le dis tout le temps. Pour être leader, il faut être leader pour soi-même avant de l'être pour les autres. C'est systématique. Voilà, donc quand j'ai des problèmes pour me leader moi-même, je ne vais pas leader les autres. Alors, le leadership consiste à voir ce que vous voulez et de planifier systématiquement les actions pour atteindre ses objectifs. Voilà. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui sait déjà ce qu'il veut.
Je connais beaucoup de personnes, moi, qui carrément, ils ont avancé dans l'âge. Et combien de fois, en fait, tu le vois en petite crise existentialiste, tu lui dis, bon, ça va, qu'est-ce que tu veux? Il te répond, bah, je ne sais pas ce que je veux. Ah non, mais ça, c'est problématique. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Parce que dès qu'il sait ce qu'il veut, il connaît quels sont ses objectifs. Et du coup, dès que tu connais quels sont tes objectifs, tu commences à chercher les moyens et les ressources. C'est sine qua non. C'est sine qua non. Ceci va de pair avec l'aide que vous procurez aux autres. C'est normal. Maintenant, si je veux aider quelqu'un, j'aimerais quand même savoir qu'est-ce qu'il voudrait. Et donc, systématiquement, en fait, ça commence par la connaissance de soi pour aller vers la connaissance de l'autre. Alors, on a besoin de deux éléments pour, bien sûr, être leader avec soi-même. Premièrement, une direction en vue. Si vous ne savez pas où vous allez ou cela vous importe peu, comment pouvez-vous attendre des autres qu'ils vous suivent? C'est normal. Tu veux guider les autres, mais tu ne sais pas où est-ce que tu veux aller. C'est-à-dire, tu n'as pas de boussole personnelle pour aller quelque part et tu veux être la boussole des autres. C'est pas normal, ce n'est pas possible. Et donc, pour guider les autres, il faut d'abord être le guide de soi-même et donc il faut avoir déjà une idée claire sur où est-ce que je voudrais parvenir. On devrait avoir une vision très claire de là où on voudrait aller et de comment y parvenir. Il devrait être, j'ai envie de dire, perspicace sur cette question. Il sait où il voudrait aller et comment y parvenir. Ça, c'est une condition impérative dans le travail du leader. Alors, vous le faites ou vous ne le faites pas, c'est votre choix. Voilà. Bon, maintenant, vous y allez ou pas, c'est vraiment votre choix. Alors, il faut rester focalisé sur vos objectifs et votre direction doit rester clairement en vue. Si vous regardez autour de vous, vous apercevrez que tous les leaders tiennent leur réussite du fait que ces trois éléments font partie intégrante de leur vie. Voilà. Alors, d'abord, le choix. Je fais, c'est un choix. Je ne fais pas, c'est un choix. Il ne fait pas parce qu'on lui a conseillé. Il ne fait pas, ou alors il ne fait pas parce qu'on lui a conseillé. Pas du tout. Il fait parce qu'il a choisi. Il ne fait pas parce qu'il a choisi. 2, il reste tout le temps focus sur ses objectifs. T'as beau le décourager, t'as beau lui parler, il reste focus sur ses objectifs. Et 3, sa direction, elle est claire dans sa tête. Tu peux venir et improviser un truc en cours de chemin pour lui donner une autre direction. Non, il reste focus sur sa direction. Ce sont 3, j'ai envie de dire, ingrédients partagés avec tous les leaders. Voilà, tous, ils ont une direction. Alors, les leaders au succès retentissent, contrôlent leur avenir. Maintenant, quand on est leader, on est quelqu'un qui contrôle son avenir. Je ne peux pas contrôler le devenir d'une équipe quand je ne contrôle pas mon devenir à moi-même, mon avenir à moi-même. Alors, tous les leaders donnent une direction à leur avenir. C'est-à-dire que demain, pour lui, c'est pas un jour à découvrir, c'est un jour à créer. Il sait comment il voudrait vivre demain. Il sait dans quel état il voudrait vivre demain et à quels moyens. Et donc, il sait comment créer demain, son devenir. Il ne va pas le découvrir, il n'est pas ici pour découvrir demain, mais il va se mettre et donner tous les moyens pour créer son demain. Très important. Tous les leaders ont un contrôle absolu sur cette direction et vont y parvenir la plupart du temps. Voilà, bon, c'est normal, parce que quand je mets un truc dans la tête, quand je suis focus sur un objectif, quand je mets les ressources, les moyens pour l'atteindre, je finirai par l'atteindre. C'est une loi, c'est une loi. Voilà, c'est-à-dire que quand j'ai un objectif dans la tête qui est clair, quand j'ai un focus dans la tête qui est clair, et quand je mets les moyens pour l'atteindre, je finirai par l'atteindre. Alors, il faut se poser les questions suivantes éventuellement. Est-ce que je contrôle mon destin grâce à mon activité? C'est-à-dire, est-ce que j'ai une activité qui me permet de contrôler mon destin? Combien de personnes, elle a une destinée, il a un destin bien précis, mais elle est dans une activité qui ne va pas dans le, j'ai envie de dire, dans l'alignement avec là où il voudrait y arriver. Donc, il faudrait que je me pose la question. Est-ce que mon activité est dans l'alignement avec mon destin? Mon destin, c'est toujours la notion du destin. Dans le mindset d'un leader, le destin, il est à créer, il n'est pas à découvrir. Ou est-ce que je laisse telle ou telle excuse déterminer ma réussite? Voilà. Donc, est-ce que je suis plutôt sur une activité, une action qui crée le destin, ou alors je suis plutôt sur une activité qui est pour moi une excuse pour ne pas arriver? Alors, mes associés, est-ce que j'ai le temps, ou alors que je dispose du temps pour pouvoir atteindre mon objectif? Est-ce que ma famille ou mon environnement, est-ce que c'est un environnement adjuvant pour l'atteindre mes objectifs? Ou alors je suis dans un environnement qui peut-être bien en fait me bloque, ou alors c'est ma limite pour atteindre cet objectif-là. Voilà, il faut se poser la question. Parce que combien de fois, quand on est dans le mauvais environnement,
ben, systématiquement, on n'arrive pas à prendre le recul par rapport à notre environnement. Et ça pourrait bien sûr nous nourrir de croyances limitantes ou alors de comportements, voilà, donc qui ne nous aident pas finalement dans cette perspective. Et puis les conditions du marché. Alors, est-ce que je suis dans le marché? Est-ce que les conditions de marché me permettent d'atteindre mes objectifs? Quel résultat est-ce que j'obtiendrais si mes associés étaient aussi performants que moi? Je me pose la question. Est-ce que si j'ai le temps qu'il faut, l'environnement qu'il faut et le marché qu'il faut, est-ce que je pourrais atteindre mes objectifs? Maintenant, est-ce que si par exemple mon environnement, le temps, etc., si je le mets à mes maison, est-ce que je pourrais atteindre mes objectifs? Et donc, c'est simple, je réfléchis. Est-ce que le temps que je donne à cette activité est suffisant pour que je puisse être performant? Si oui, je continue. Si non, je me donnerai davantage de temps. Mon entourage, si c'est OK, je garde. C'est pas le cas, ben j'optimise. Je prends le recul. J'essaie un peu de changer d'environnement si c'est possible. Et puis le marché, ben, je vais voir comment je pourrais m'adapter davantage au marché pour pouvoir bien sûr atteindre mon objectif. Quelles qualités sont-elles requises éventuellement et que je n'ai pas? Et puis quelles qualités mes associés doivent-ils posséder? Parce qu'un leader, on le sait, on ne travaille jamais seul. Bon, un leader, dans la de ses objectifs, il est dans un environnement. Et donc il devrait toujours se poser la question, est-ce que lui, il est dans la performance? Est-ce que son environnement est-il un adjuvant pour l'atteinte de l'objectif ou pas? Maintenant, si éventuellement la lacune est au niveau de l'environnement, ben, il y a un travail à faire sur l'environnement. Voilà, on ne perd pas le temps. Quel élément est-ce que j'ignore ou ne relève pas à mon équipe qui permettrait à mes associés d'atteindre le même niveau de performance? Voilà. Maintenant, est-ce que mes équipes, ils ont des problèmes dans la performance? Maintenant, quel élément manque-t-il à mon équipe pour qu'elle soit plus performante? C'est systématique. Je ne devrais pas avancer à une vitesse supérieure de celle de mon équipe. Systématiquement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, mon équipe va être larguée. Et moi, tout seul, je pourrais bien sûr aussi atteindre l'objectif qu'il faut. Bon, maintenant, il faudrait bien fait que je vois qu'est-ce qui manque à mon équipe en termes de performance. Et donc, qu'est-ce que je pourrais faire en tant qu'agissement sur, bien fait, pour réaliser la montée en compétences. Alors, le leader, il cherche une performance individuelle, certes, mais également une performance collective. Parce que, comme je le disais bien, c'est du win-win. Il aura à réussir et l'équipe aura à réussir. C'est pour ça qu'il faudrait penser à la montée en compétences. Qu'est-ce qui manquerait à mon équipe pour qu'elle puisse bien en fait avancer avec la même vitesse que la mienne? Y a-t-il des choses que je sais et qu'eux, ils ignorent? Est-ce qu'il y a une formation que j'ai et ils ignorent? Est-ce qu'il y a une information que j'ai et que mon équipe, elle l'ignore? Est-ce que éventuellement, en fait, voilà, c'est-à-dire j'ai une aptitude ou alors une compétence que j'ai et eux, ils n'ont pas? Donc, quel est le travail qui pourrait se faire? Quel serait l'impact sur mon activité si je livrais plus d'informations clés à mon équipe? Voilà, c'est-à-dire, c'est une information, c'est éventuellement en fait un travail à faire. Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire dans ce sens? C'est-à-dire, quel impact sur... C'est-à-dire, est-ce que moi, il y a des informations que j'ai que je ne donne pas à mon équipe, peut-être bien faites inintentionnellement. Donc, qu'est-ce que je pourrais partager comme information avec mon équipe dans ce sens? Alors, n'oubliez pas que l'équipe est l'image du leader. Moi, je le dis tout le temps. Je dis tout le temps que le leader, il n'a que l'équipe qu'il mérite. Quand il est un bon leader, il a une bonne équipe. Et quand il est un mauvais leader, il a une mauvaise équipe. C'est le leader qui refaçonne éventuellement l'équipe et pas autre chose. C'est vraiment le leader qui va ressourcer son énergie, qui va transférer pour l'équipe et donc il n'aura que l'équipe qu'il mérite. Si nous nous améliorons, notre équipe s'améliore également. C'est complètement comme ça. Si on s'améliore, notre équipe, elle va s'améliorer également. C'est normal. Quand on est bon leader, notre équipe, elle est bien. Maintenant, combien de fois on a, bien évidemment, en fait, voilà, c'est-à-dire des équipes qui vont mal. Et des fois, franchement, la faute, c'est la faute au leader. Maintenant, il suffit peut-être bien en fait qu'il change quelque chose en lui, sa façon de leur parler, sa façon de communiquer, sa façon peut-être bien en fait de, je ne sais pas, en fait, de les motiver, sa façon peut-être bien en fait de, voilà, c'est-à-dire de driver l'action, sa façon d'expliquer, sa façon peut-être bien en fait de partager l'information et on voit l'équipe qu'elle est, on va dire, davantage plus motivée. C'est du transfert énergétique, c'est du transfert motivationnel et c'est aussi un transfert informationnel. C'est à lui d'avoir l'attitude du leader pour que l'équipe soit une équipe à son image. Si nous travaillons sérieusement, notre équipe en fera de même. C'est systématique. Elle va être notre miroir. Les équipes sont les miroirs de leur leader.
Alors, qu'est-ce que je dois faire chaque jour afin d'être un meilleur leader? Voilà. Donc maintenant, chacun parmi vous va se poser la question. Tous ceux qui voudraient développer le leadership. Alors, pour être un leader, c'est un travail sur soi. C'est pas quelque chose qui se fait, bien sûr, on va dire, acquérir comme ça. J'ai envie aussi de, voilà, d'ajuster une chose, une idée très importante. Beaucoup de personnes, ils me parlent de leader né. On me dit, Madame Naïm, non, non, il y a des gens qui naissent leaders et d'autres, voilà, donc, qui n'auront jamais ça parce qu'ils ne sont pas nés leaders. Alors, écoutez. Les leaders nés, ils existent, d'accord, parce qu'il y a peut-être bien fait des caractéristiques, des prédispositions, j'ai envie de dire, mais qui viennent quand même de l'éducation. C'est pour ça que moi j'ai envie de dire que leadership, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui est acquise. On n'aura pas de bébés comme ça qui vont naître et que, voilà, donc Dieu va dire, toi tu vas être leader, triomphant, tu vas réussir, tu es extraordinaire. Et toi, l'autre bébé, là, toi, tu vas être nul, tu vas être suiveur, tu vas rien réussir dans la vie, tu pourras driver aucune action dans ta vie. Non. Alors, Dieu est très équitable et très loyal. Et donc, on va naître avec les mêmes ressources. Mais c'est notre environnement qui fera de nous des leaders ou alors des personnes qui auront moins de leadership ou plus en difficulté dans le leadership. Et donc, le leadership, mes amis, il est acquis. Dans l'environnement, les modèles, l'expérience humaine, les habilitations personnelles qu'on a développées les uns les autres à travers les différents obstacles et puis les différentes expériences, c'est franchement un travail de vie. C'est tout un processus, voilà, qui se fait à travers nos apprentissages, nos expériences, les modèles qu'on a rencontrés dans la vie et puis les ancrages qu'on a fait dans la vie. Alors, c'est pour ça que chacun parmi nous, il pourrait commencer à se poser la question à partir d'aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que je devrais faire à partir d'aujourd'hui pour développer mon leadership? Est-ce que je dois lire? Je lis. Est-ce que je dois assister à des formations? Comme un peu celle-ci, hein, aujourd'hui. Est-ce que j'anime des présentations pour d'autres équipes? Vous savez que la meilleure formation se fait en formant. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si je veux bien ancrer une formation, je vais être bon, éventuellement, en fait, je vais vous développer une réelle compétence, ou alors acquérir une formation, je vais l'acquérir en formant les autres. Voilà. Donc, n'hésitez pas non plus à aller former les autres. Pourquoi pas? Si je n'ai pas de plan, comment exiger de mes associés qu'ils en aient un? Alors, combien de fois tu as des fois un leader qui n'a pas de plan? Et puis, il n'a pas de plan, mais bon, voilà, il va un peu faire en sorte d'exiger des autres qu'ils aient un plan. Alors, comment je fais? Il faut consacrer du temps à l'élaboration d'un plan avec les autres. Comment? En se posant les questions différentes. Dans peut-être bien fait des brainstorming, voilà, un travail avec les autres. Alors, c'est comment tu veux, où est-ce que tu veux arriver? Comment tu voudrais arriver à ça? Pourquoi? Vous savez que jamais une personne ne peut s'embarquer dans un objectif quand elle ne construit pas du sens dans cet objectif-là. Pourquoi tu veux atteindre cet objectif? Ça, c'est une question primordiale, vitale. Pourquoi tu veux atteindre cet objectif? Et donc, toute personne qui ne sait pas pourquoi elle veut atteindre cet objectif, elle ne va jamais l'atteindre. Construire du sens. C'est pour ça qu'il doit vraiment se poser la question, pourquoi je veux atteindre cet objectif? Qui m'aidera dans l'atteinte de cet objectif? Pourquoi pas, voilà, mettre une liste des personnes qui devraient l'aider, ou alors qui pourraient potentiellement l'aider dans cet objectif. Quand parviendrai-je à faire ce que je dois faire? Voilà. C'est-à-dire, à quel moment je pourrais parvenir à faire telle action? Les actions, elles auront du sens quand elles vont être implantées dans les timings dans lesquels elles pourraient être faites. Quels pourraient être les obstacles que je pourrais, voilà, c'est-à-dire que je pourrais rencontrer? Il faut qu'il ait un peu, voilà, il doit être proactif. Et donc, penser à l'avance aux différents obstacles en mettant des plans. Le plan A, le plan B, voilà, donc pour pouvoir, bien sûr, un peu cerner l'improvisation au maximum. Alors, quelles opportunités dois-je saisir? Est-ce qu'il y aura des opportunités? Et donc, je pourrais quand même aussi avoir des idées, des opportunités préalablement. Comme ça, quand il y a une opportunité qui s'approche à celle que j'ai en tête, j'arrive systématiquement à la reconnaître et donc à sauter dessus. Alors, quelles sont les menaces qui pèsent sur mon activité? Voilà, donc j'ai une action donnée. Maintenant, quels sont les obstacles qui pèsent sur celle-ci, quoi? Voilà, donc je devrais aussi avoir une connaissance claire et nette de tous les obstacles qui me menacent ou qui menacent mon activité à l'avance. Et puis, quel point fort est-ce que je peux mettre au service de mon activité? Alors, un point fort que j'ai, que ce soit en moi, dans mon networking, mon entourage, mes compétences, je ne sais pas moi en fait, mes acquis à travers le passé, donc, et que je pourrais aujourd'hui mettre en œuvre dans cette activité-là et qui pourrait éventuellement m'aider. Donc, c'est franchement un checking, voilà, de soi et de ses objectifs qui est complet
bien sûr, avant de s'embarquer dans l'action en question. Alors maintenant, pour l'équipe, les gens avec lesquels je travaille, je me poserai les questions. D'abord, avant, c'était pour moi. Maintenant, par rapport à mon équipe, est-ce que je les mets à l'aise? C'est une bonne question. Et beaucoup de leaders, éventuellement, aujourd'hui, enfin, ils ne se posent pas la question. Il part du principe que lui, il met à l'aise, il a une croyance sur lui, puis il croit qu'il met à l'aise. Non, non. Est-ce que je mets à l'aise mes équipes? Voilà. Les mettre à l'aise, ça veut dire, est-ce qu'ils arrivent à dire tout ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils ont les initiatives qu'il faut? Est-ce qu'ils arrivent à me dire non? Est-ce qu'ils arrivent un peu à ne pas être d'accord avec moi? Voilà. Est-ce que je les mets à l'aise? Est-ce que je les motive? Enfin, combien de fois, peut-être bien fait, je suis tellement embarquée sur mon objectif, je veux tellement l'atteindre que je commence à stresser à ne pas l'atteindre. Et donc, dans ma façon de parler à mon équipe, je pourrais systématiquement les stresser, les bloquer. Et donc, je pourrais être quelqu'un qui les démotive, qui les frustre. Ou alors, je pourrais être toxique. Donc, à force de vouloir atteindre mon objectif, je pourrais carrément être toxique pour mon équipe. Il faudrait s'en rendre compte si c'est le cas. Donc, est-ce que je les motive? Est-ce que je les incite à donner le meilleur d'eux-mêmes ou pas? Est-ce que je suis quelqu'un qui est vraiment inspirationnel ou non? Est-ce que franchement, j'arrive à les potentialiser ou pas? Est-ce que je les rends enthousiastes? C'est-à-dire, est-ce que j'ai de la bonne humeur? Est-ce que j'arrive à générer de la bonne humeur chez mes collaborateurs? Est-ce que je suis quelqu'un qui arrive à créer de l'enthousiasme, à créer de l'énergie? Tant que moi, j'arrive à me ressourcer intrinsèquement, est-ce que j'arrive aussi à les faire ressourcer mon énergie? Est-ce que mes associés me voient comme une personne susceptible de les aider? Ou alors, est-ce qu'ils ne me font pas confiance? Est-ce qu'ils ne me croient pas? Ou alors, il y a une zone de confiance, ils me font confiance et ils pensent que je suis quelqu'un qui est plus ici pour les aider que pour les mettre en difficulté ou dans la difficulté, ou alors pour les exploiter. Est-ce qu'ils tirent profit de mon expérience ou pas? Est-ce que je partage suffisamment? Est-ce que j'élucide suffisamment? Est-ce que j'explique suffisamment? Mes associés font-ils partie intégrante de l'équipe ou non? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire afin qu'ils se réjouissent de la réussite de l'équipe dans son ensemble? Et donc, les associés entrent l'esprit d'appartenance dans l'équipe. Est-ce que quand on célèbre une réussite, est-ce que tout le monde la célèbre? Alors dans l'équipe, il y en a qui la célèbrent, mais il y en a qui ne sont pas contents. Vous savez combien de fois dans des équipes, il y a des sous-équipes, j'ai envie de dire des clans, et du coup, il y en a qui célèbrent bien sûr une réussite, et puis d'autres qui ont généré de la frustration tout au long du processus de la réalisation de l'action. Et donc, ils sont frustrés, et puis ils ne sont pas contents finalement qu'ils ont réussi. Ils auraient aimé qu'ils échouent, carrément. Voilà, j'ai vu ça dans les équipes avec lesquelles j'avais travaillé. Oui. Donc, est-ce que franchement, l'enchantement, il est général? Est-ce que l'esprit d'appartenance est général? Apprécient-ils de voir l'équipe s'agrandir ou pas? C'est-à-dire, est-ce que ça les intéresse d'être dans grandes équipes ou c'est pas le cas? Parce que combien de fois, enfin, par enthousiasme, le leader, il commence à grandir l'équipe parce que ça booste l'ego d'un leader d'être bien sûr à la tête un gros effectif, mais l'équipe n'est pas contente et du coup, il y a des conflits, des complots, beaucoup de jeux de pouvoir et jeux de complot. Et la plupart du temps, s'ils n'apprécient pas de voir de nouveaux membres consolider les rangs de l'équipe, ça ne leur dira rien de développer leurs propres équipes. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire combien de fois, quand ils ne sont pas contents de s'agrandir autant, parce qu'ils ont peur de tomber dans l'anonymat, l'individualisme, ça va justement créer beaucoup de conflits et surtout, beaucoup de complots et beaucoup de jeux de pouvoir. Me vois-tu en tant que leader? Parce que combien de leaders, ils pensent qu'il est leader, mais bon, c'est dans sa perception à lui. Maintenant, c'est pas à moi de juger que je suis leader. C'est aux autres de percevoir en moi un leader. Maintenant, je devrais quand même avoir les moyens qui me permettent de vérifier si je suis perçu en tant que leader de la part de mon équipe ou pas. Voilà, c'est très important. Et du coup, voilà, donc je devrais quand même prendre la peine de vérifier si mon équipe perçoit en moi un leader ou pas. Donc, comment ça va se faire? Est-ce qu'ils m'écoutent? Est-ce qu'ils s'embarquent dans ce que je fais ou pas? Est-ce qu'ils sont motivés? Enfin, un peu toutes les questions sur lesquelles on s'est posé tout à l'heure. Me voit-il comme quelqu'un qui inspirera les personnes qui me présenteront ou pas? Parce que tu vois, des fois, tu es dans une équipe et tu as un leader, et donc tu es content à chaque fois d'aller chercher un ami ou quoi que ce soit. Tu dis, écoute, c'est lui, voilà mon chef, je t'en ai parlé, c'est mon super, je t'en avais parlé l'autre jour, mais regardez monsieur, je vous parle tout le temps de vous, etc. Ou alors on est comme ça dans un supermarché, en famille, et puis voilà, tu as des gens qui viennent te voir en te disant, voilà, donc monsieur, on était là, ou alors madame, on a été là, et donc... et puis, tu vas te rendre compte que l'ami qui est avec lui dans le supermarché, ou sa femme, ou ses enfants, ils te connaissent, ils te reconnaissent. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui est fier de faire partie de ton équipe, qui est fier de te côtoyer dans le travail. Et donc, cette fierté fait qu'il en parle aussi à droite et à gauche. Me présente-t-il comme le leader de leur équipe? Et quel terme utilise-t-il le cas échéant? Oui. Est-ce que, voilà, donc, est-ce qu'il te présente? Est-ce que, comme j'ai dit, bon, ils vont carrément aller chercher un collègue, tiens, je vais, voilà, te présenter monsieur ou madame, ou alors au téléphone, ils vont pas hésiter à te présenter aux gens tout le temps. Ils te mettent en valeur. Ils sont fiers de faire partie de l'équipe. Ils sont fiers un peu de s'inspirer de l'image qui est la vôtre.
ils sont fiers un peu aussi de, voilà, donc de te mettre comme une marque, et puis vous êtes leur marque, ils vous portent en tant que marque. Ou c'est pas le cas, ben, ils te présentent jamais, ils sont jamais fiers de dire qu'ils font partie de ton équipe, etc. Voilà. Ça, franchement, un leader, il va le percevoir dans la façon avec laquelle les gens communiquent avec lui. Et puis, quels sont mes critères lorsqu'il s'agit de les modifier? Voilà. Donc, maintenant, un leader, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'optimisation et puis la performance continue. Donc, tout le temps, il va se poser la question, qu'est-ce que je devrais modifier dans ma façon, ma manière de communiquer, ma manière de travailler, ma manière de motiver, ma manière d'inspirer, ma manière de transmettre le message, ma manière de faire la montée en compétences. Voilà, il est tout le temps dans cette roue de démique, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire pour reprendre un peu les termes du management de la qualité. Hein. Voilà, donc cette roue de démique qui tout le temps, il lui permet bien sûr en fait le do, plan, act, check, voilà, tout le temps en train de checker chaque action, chaque discours, chaque mot, comment est-ce qu'il peut le performer davantage. Et puis, à quelle fréquence je me modifie ou je m'améliore, ben, il y en a qui s'améliorent une fois sur 10 ans, mais il y en a qui, chaque jour tu le vois, il est une nouvelle version de lui-même. C'est extraordinaire. Est-ce que j'apporte régulièrement de la nouveauté dans mes formations ou pas? Est-ce qu'il est toujours in, fashion, au courant de tout ce qu'il y a en termes de high-tech, en termes de nouvelles formations, nouvelles connaissances? Est-ce qu'il est dedans ou pas? Ou alors c'est quelqu'un qui est complètement has-been. Bon, parce que quand tu es has-been, ben, systématiquement, tu ne peux pas piloter le changement, tu ne peux pas piloter la transformation, tu ne peux pas influencer non plus. On va exercer l'influence quand on est dedans, quand on est in, quand on est un peu au courant des dernières, bien sûr, on va dire, configurations un peu partout dans tous les domaines. Et puis, comment est-ce que j'apprends de nouvelles idées me permettant de devenir plus productif? Voilà, donc quelles idées je pourrais aussi apprendre pour être plus productif? Suis-je ouvert aux nouvelles idées ou pas? Bon, il y a quand même certains leaders qui vont rester dans leur zone de confort, ben parce que, voilà, donc apprendre de nouvelles choses, ça lui fera peur, ou alors, ou bien ça lui fait peur, ou bien ça l'angoisse, ou alors, il n'a pas envie, hein, voilà. Donc, est-ce que je suis ouvert aux nouvelles idées? On sera de meilleurs leaders quand on est ouvert aux bonnes idées, aux nouvelles idées, pardon. Et puis, les choses doivent-elles vraiment être faites à ma façon ou pas du tout? Ça, c'est très important. Voilà. Est-ce que il veut que les choses soient faites telles qu'il les voit, ou alors pas du tout? Il est capable de revoir l'avis des autres, ou un peu éventuellement en fait l'apanage des autres. C'est très important. Voilà, c'est-à-dire il est OK pour le faire. Et puis le sujet suivant est-il primordial? La plupart du temps, nous transmettons notre ressenti à une équipe. Il faut faire très attention à ça. Ça nous arrive justement en fait, la plupart du temps, nous transmettons notre ressenti. C'est-à-dire, voilà, tu parles à une équipe et puis tu doutes d'un sujet et puis ou alors tu ne le sens pas bien et tu commences à transmettre ton ressenti. Donc tu as peur, tu transmets ta peur. Tu es stressé, tu transmets ton stress. Tu n'es pas convaincu, tu transmets ça. Il faut être très vigilant de transmettre que les émotions positives. Très attention à ça. Si je me sens déprimée, mon équipe se sentira déprimée. Il faudrait en être sûr et certain. Si tu viens déprimer un jour, l'équipe va sentir ta déprime, elle sera déprimée. En même titre qu'un sourire, le manque d'enthousiasme peut être contagieux. Faites très attention. On fait ce qu'on appelle du transfert émotionnel. Toutes les émotions que nous ressentons, on va les transférer à l'équipe. Donc, si je manque d'enthousiasme, ça va être transféré. Si j'ai des doutes, ça va se transférer. Si j'ai du stress, ça va se transférer. Et donc, il faut faire en sorte de toujours vérifier ses ressentis et bien sûr les transférer à son équipe. Bon, voilà. Maintenant, à cette étape-là, ce que je vous demanderai de faire, c'est de prendre 2 feuilles. Voilà. Et donc, de toutes les questions qu'on s'est posées depuis tout à l'heure, tout ce travail qu'on a fait ensemble, que chacun puisse rédiger sur une feuille 5 de ses objectifs qu'il voudrait travailler en lui, en fonction de toutes les questions que je vous ai posées. Bon, vous pouvez revenir à la vidéo par la suite pour la revoir à tête reposée. Elle sera hébergée sur YouTube, comme elle sera tout le temps sur la page Khayaf Dar. Et donc, vous pouvez y venir un peu. Il y a toutes les questions qu'on s'est posées, tout le coaching qu'on a fait ensemble depuis tout à l'heure. Et puis, mettez un peu les questions auxquelles vous avez besoin de répondre, avec bien sûr des actions, etc. Ce serait ça, vos 5 rôles. Alors, les 5 objectifs dans votre travail sur vous-même et les 5 objectifs sur votre travail, vous et les autres. Je répète, 5 objectifs par rapport à votre travail sur vous-même. Voilà, un peu, il y a toute la panoplie des questions que j'ai partagées avec vous pour développer votre leadership intrinsèquement. Et aussi 5 objectifs par rapport à vous en tant que leader avec l'équipe. C'est-à-dire, est-ce que vous devriez performer votre communication? Est-ce que votre façon de partager l'information?
et mettez bien sûr 5 objectifs, bien sûr, pour travailler dessus. Alors, profitez de cette période de confinement pour pouvoir cogiter, pour pouvoir mettre en place un plan d'action et puis sortir de ce confinement encore plus fort, encore plus certain, encore plus lucide. Voilà. Donc mes amis, voilà, donc j'arrive à la fin de voilà, de ce cours sur le leadership. Voilà. Donc j'espère qu'il a un peu répondu à vos interrogations. Voilà, donc et puis leadership, c'est très intéressant. Comme je dis, c'est très important pour nous. On ne peut pas finalement avancer ou arriver quand on n'a pas du leadership sur nous-mêmes. Et puis par la suite, quand on n'a pas par rapport à notre environnement, nos collaborateurs, etc. Donc c'est important. J'ai même envie de dire que voilà, donc c'est les leaders qui vont pouvoir justement fait piloter demain ou alors piloter bien sûr leur devenir. Et n'oubliez pas, l'avenir, il n'est pas à découvrir, il est à créer. Et sur ce, n'oubliez pas que vous êtes les créateurs de votre destinée. Donc, vous en êtes les peintres, vous êtes les créateurs, vous êtes les visionnaires. Donc, voilà, donc munissez un peu de tous les outils qui vous permettent de réfléchir à une j'ai envie de dire, auto-formation, auto-transformation pour mieux vous potentialiser pour vos objectifs parce que votre avenir le mérite bien. Voilà, merci encore pour votre attention. Merci pour l'attention accordée à un peu tout le travail qui se fait par l'équipe extraordinaire de Qaraya Fdar. Je tiens encore une fois à remercier Badr Boulek et toute l'équipe qui est derrière ce travail. Voilà, et donc merci à tous mes collègues intervenants aussi qui consacrent de leur temps et de leur énergie pour partager avec tous les professionnels et les jeunes étudiants à travers cette page. Je vous souhaite un bon confinement dans l'intellectualisme, dans le travail sur soi, dans le développement personnel et la transformation personnelle. Et je vous donnerai rendez-vous pour la semaine prochaine encore avec un autre sujet, toujours dans la psychologie RH ou la pureté du travail. Merci à vous toutes et à tous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.